Hello les légendes, bienvenue pour ce nouvel hors-série stat avec l'expert Fabs Barreau qui nous dresse le profil statistique de 2 joueurs et une joueuse du circuit suite à la saison sur terre battue. Puis nous conclurons avec 6 statistiques insolites fournies par Constance du compte Je sais tes maths sur cette magnifique quinzaine de Roland Garros. Si la stat vous intéresse, vous avez accès à 4 clés d'optimisation avec Fab pour découvrir comment la statistique peut changer votre jeu. C'est offert, c'est dans le premier lien en description. Vous allez comprendre le poids du service dans votre jeu, comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, comment exploiter le schéma service plus 1 et enfin optimiser la fonction de votre verre. C'est 1h14 de contenu offert. Foncez récupérer ces 4 clés stats si c'est pas encore fait. Et si vous aimez cette ressource pépite, profitez d'une offre de quelques jours pour passer un sérieux cap dans votre jeu en accédant aux 33 clés stats, toujours enregistrées avec Fab. C'est 20 heures de contenu pour décortiquer l'ADN de ton jeu et adapter des schémas tactiques clairs en fonction de ton style. T'as le lien en description de l'épisode pour découvrir l'offre. Et enfin, pour ceux qui veulent statser leur propre match, c'est aussi possible. Fabrice vous met à disposition le fichier qu'il a construit en 12 ans. C'est plus d'1 million de points analysés. Il délivre 6 feuilles de match complètes avec des graphiques faciles à analyser pour découvrir où tu pêches et ce que tu dois absolument travailler à l'entraînement. C'est un outil qui permet de se détacher de l'émotionnel et d'avoir une lecture de match beaucoup plus claire de tes forces, de tes faiblesses et donc d'où tu dois absolument travailler. Profites-en puisque tu as un suivi compris dans l'offre avec Fabrice pour s'assurer de tes progrès et de la pleine exploitation de l'outil. Sans plus attendre, place à ce nouvel hors-série. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bienvenue à tous pour ce nouvel hors-série dédié à Roland Garros 2022 avec notre invité que l'on ne présente plus, Monsieur Sbarro. Et alors, j'ai une intro spéciale. Fabrice Sbarro. On n'y est pas encore. Et de loin. Moi, je rêve qu'un jour le Suzanne Langlaine ou le Philippe Chatrier envoie Lasbar. Quand tu as 20% de la capacité du Philippe Chatrier qui est présent, c'est bon. La probabilité augmente, quoi. Un jour, ton tour viendra, Fabrice. Bon, comment ça s'est passé ce Roland 2022? Dis-nous rapidement. Intense. Ouais. Voilà, beaucoup. Beaucoup de boulot? Ouais, beaucoup. Toujours, limite toujours plus, j'ai envie de te dire. Et là, j'arrive à, je t'avais déjà dit, j'arrive à saturation et j'ai encore accepté un gros mandat par-dessus. Donc, j'ai commencé avec une agence. Je travaille maintenant en plus pour une agence qui finance des projets pour des filles, principalement des filles entre 150 et 400 WTA. Et il y avait 4 filles de cette agence à Roland-Garros qu'il a fallu suivre avec pas mal de présentations aux coachs, parce que c'était tout nouveau, donc présentation aux coachs, aux joueuses, qu'est-ce qu'on fait, parce que maintenant je dis on, parce que Lionel Grossenbacher, que tu connais, est venu me rejoindre. Okay. Et à part ça, je ne sais pas si j'ai le droit de... Ah oui, en fait, oui, complètement. Donc, l'agence s'appelle Edge International. Eh ben maintenant, il va en faire la pub. Dis donc, il n'avait plus le droit de parler de ses joueurs et de ses joueuses. Non, parce qu'il y avait plein de joueurs. Quand il faut faire de la pub, Barreau, il est là, vous inquiétez pas. Non, parce que d'habitude, c'est le contraire. Je n'ai pas le droit de dire, mais eux, évidemment, c'est une super agence avec des gens en or, un projet, des beaux projets à venir. Et pour moi, c'était vraiment clairement nouveau, entre parenthèses, de redescendre à un niveau challenger, mais avec un beau projet qui va aller, j'espère, un peu plus loin que de la stats avec eux. Mais c'était la première semaine officielle avec eux à Paris, surtout pour la semaine des qualifications qui était donc la semaine avant le main draw. Et c'est où ils avaient 4 à 5 joueuses. Donc, c'était déjà intense là. Et ensuite, il y a eu la première semaine du tournoi avec beaucoup de joueurs que je suis, 6. Et après, il y a eu la deuxième semaine qui a été plus calme parce que ça s'est arrêté pour moi en quart de finale. Ok, alors profitez bien, chers téléspectateurs, spectateurs, je ne sais pas trop comment on dit, puisque Fabrice Barreau va bientôt disparaître de la surface de la Terre. Son temps est compté. Le gars n'a plus assez de 24 heures en une journée. Déjà, là, on a réussi à caler 30 minutes. C'est un miracle pour profiler. Alors, on va profiler. Non, mais tu te marres. Non, mais 30 minutes, j'ai quand même préparé pendant 4 heures le podcast de maintenant. Non, mais ceci dit, en passant,
Je me mets dans le rouge pour toi. C'est beau. Merci. Merci Je Fab. t'aime. Pour nous, parce que Hey, ce que je note aussi, je c'est que t'aime. c'est que les commentaires, alors déjà tu m'aimes, et ça me fait plaisir, Ah, mais c'est que je les le ferai pas commentaires, sinon. ah sympa, c'est que Ouais. les commentaires aussi des gens qui nous écoutent à chaque fois nous disent on aime bien ce format, on aime bien cet angle, on aime cette approche, donc pour ça que c'est Cool. cool de le Tant mieux. continuer, de le faire perdurer, et Avec merci de plaisir. t'investir pour le préparer. Voilà, alors on va Merci. profiler Hugo Gaston, on va profiler Casper Euh, Ruud, non, Holger Rune. Holger Rune, c'est ce que j'ai dit. Et Ouais, c'est ce que enfin, tu as le dit. troisième, Et Coco Goff. très bien, Donc finaliste. voilà, c'est les 3 joueurs qu'on a sélectionnés pour ce Roland Garros. Ouais. Et voilà, on va y aller, je crois. Allez, on commence par Hugo. Non, on finit par Hugo. Oh, bah, voilà autre chose. Désolé. Donc, maintenant, ça commence, les messages WhatsApp qu'on ne veut pas entendre à l'antenne. À l'antenne. Alors, donc, on commence avec Holger Rune. Attends, ça a coupé. Ouais. Ouais, exactement, ça a été une coupure. Donc, on va commencer exactement avec Holger Rune. Donc, on va commencer son profiling. Donc, Holger Rune est un, toi qui connais les styles de jeu, est un, Puncher offensif. punaise, c'est monstrueux. Exactement, Et- c'est un puncher en dominant. Donc, qui veut dire que sa marque de fabrique, c'est clairement son coup droit. C'est quelqu'un qui fait en moyenne 40% de points en plus en coup droit et 20% de fautes directes en moins. Donc, rappelle-toi, je le dis souvent, c'est toujours ce double avantage qui fait souvent les meilleurs coups droits. C'est qu'il fait en moyenne plus de points, moins de fautes que ses adversaires en coup droit. En tout, si par exemple Holger gagne 10 points de plus dans un match, 10 points de plus que ses adversaires dans un match, cet avantage, cette différence sera expliquée à 50% par l'efficacité de son coup droit. Donc, plus de points et moins de fautes. Donc, c'est quelqu'un qui est franchement monstrueux en coup droit. Et une fois de plus, on en a déjà parlé, les grands punchers, ils ont cet avantage qu'ils sont bons dans toutes les zones de rallye. Ça veut dire rallye court, premier coup après le service ou après le retour, rallye moyen, 5-8 frappes, et rallye long. Et c'est des joueurs aussi qui sont efficaces dans toutes les directions. Croisé, long de la ligne, inside out, inside in. Donc voilà, on a le package complet de Rooney en coup droit qui fait que je ne l'ai pas encore mis dans mes autres stats, je ne l'ai pas encore comparé aux autres meilleurs coups droits au monde, mais il doit être un top 5 des meilleurs coups droits au monde. Et question, est-ce que du coup, tu nous as dit que tu avais pris du temps pour préparer ce hors-série. Est-ce que tu as statsé les matchs de Rooney sur Roland-Garros Oui, 2022? Est-ce que tu as pris en compte les matchs avant Roland ou que pendant ce Roland, sachant qu'il est évidemment sur un ratio victoire-défaite monstrueux si on prend que Roland? Hein, comment tu as exactement. préparé ça? Alors, je fais toujours un mélange, je prends toujours des matchs récents pour venir confirmer les stats que j'avais de lui. Et tu vois, parce que je me dis, si je prends mes anciennes stats, d'ailleurs, les stats que j'ai de Rounel remontent à pas si longtemps, ce qui vient d'arriver. Ce n'est pas des stats de 2015, tu vois, je veux dire, c'est des stats de 2021 que j'avais de lui, D'accord. et un petit peu aussi de 2022. Mais oui, je prends toujours des matchs de relance, et ce qui fait que ma préparation pour ces podcasts est assez grande, parce que je prends des matchs récents qui viennent confirmer les stats que j'ai sur lui ou pas, ou qui me donnent des informations complémentaires. Et Ok. ce qu'il a fait à Roland Garros correspond exactement à ce que je t'ai dit en coup droit. C'est vraiment ce double avantage en coup droit, ce puncher complet. Donc oui, donc sur Roland Garros, si tu veux, j'ai analysé une partie du match contre Gaston, une partie du match contre Tsitsipas, une partie du match contre Rude et une partie du match contre Shapovalov. Donc ma technique, c'est de prendre des échantillons, de prendre des sets clés je prends jamais des 6-0, des 600, je prends des sets, souvent des 6-4, des 6-3, des 7-5, des sets serrés, mais qui ont tourné en l'avantage du joueur que j'analyse ou à son désavantage parce qu'il a perdu un match contre Rude. Et à partir de là, ça me donne une bonne cartographie, on va dire, de ses forces et ses faiblesses. Et après, je les mets dans mon bilan complet que j'ai de lui et ça conforte mes chiffres, ça donne plus de data. Et j'ai trouvé les mêmes choses. Donc, Alors juste une petite info, Holger a 19 ans, il est passé de la 40e à la 28e place ouais, à l'issue de ce Roland-Garros. Voilà. et il avait gagné son premier tournoi ATP à Munich sur terre battue il y a 5 semaines, je dirais 5-6 semaines. C'était la semaine après, 2 semaines après Monte Carlo. Donc, Absolument. Donc il fait quart de finale. à Monte Carlo Il, aussi. Hein. il gagne 360 points à Roland
et la bagatelle de 380 000 euros brut, monsieur Allez, Sbarro. c'est Voilà. beau. Je veux terminer avec le premier point de Holger sur son coup droit. C'est que je trouve que ce qui explique un des meilleurs coups droits au monde, c'est souvent deux choses. Un, c'est l'aspect technique. Il faut comprendre une chose, en termes de statistiques, la technique est égale le ratio de points. C'est quasi impossible, et ça c'est à tous les niveaux, donc ça c'est aussi pour que là, le joueur de niveau amateur, national peut se reconnaître. La technique est égale le ratio de points. Je m'explique. Ça va être assez simple, mais plus tu as une bonne technique, plus tu es capable de faire des winners ou des points provoqués avec. Plus tu as une technique mauvaise, plus tu tournes dans des jeux, des styles de jeu défensifs. Ça veut dire, tu fais avec les armes que tu as, tu te bats comme un rat, tu remets toutes tes balles en jeu, tu es malin, tu trouves des solutions annexes par peut-être des amortis, peut-être des montées à la volée, mais c'est souvent ça. Donc là, Holger, Attends, juste, tu fais allusion à qui dans le top 100 qui a une technique approximative? non, non, déjà dans le top 100, tous. Alors, il faut remettre l'église au milieu du village. On parle que dans le top 100, tous les joueurs ont des techniques professionnelles. C'est toutes des extrêmement bonnes techniques. Ensuite, par exemple, tu vois, ça c'est la technique. Ça c'est la technique. Ils sont tous dans le haut du panier. Ouais. Mais si tu dois faire des catégories dans le haut du panier, tu en as des qui rendent encore des meilleures techniques que d'autres. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que si je vais citer un ou deux joueurs, parce que d'ailleurs, je vais en citer deux par rapport à la technique au coup droit qui vont venir après Rounet, ça ne veut pas dire qu'ils ont des mauvaises techniques, attention. Ça veut juste dire que par rapport aux autres joueurs du top 100, je pense que la technique est un peu inférieure. Mais par rapport à un joueur régional et national, la technique est excellente. Donc, ça, Donc, c'est t'as quelque pas, chose. t'as pas, t'as pas envie de te mouiller avec des noms parce que tu as envie de bosser avec tout Non, le non, monde. je vais les dire. Mais je n'ai pas envie de me mouiller Ah, en disant qu'ils ont une mauvaise technique parce que oui. j'ai expliqué le pourquoi du comment. Ils ont tous des excellentes techniques, mais comparé à l'élite de l'élite, bah, tu peux refaire des catégories à l'intérieur. Peut-être des mecs qui ont des moins bonnes techniques que d'autres. Hmm. Donc, je reviens sur Rounet. Technique excellente en coup droit. Excellente technique dans les appuis, dans la préparation. On est dans des techniques parfaites. C'est ce qui explique qu'il fait 40% de points en plus en coup droit. Et en deux, on est dans une stratégie. Et la stratégie, on a déjà parlé. Cette stratégie, c'est pas d'envoyer que des frags à plat en coup droit, mais c'est cette stratégie de mettre assez de lift pour faire ce que j'appelle un espèce de punch remise. C'est-à-dire que c'est un punch safe, un punch sûr. C'est-à-dire autant il va te faire des points, qu'il va faire peu de fautes et qu'il va aussi user l'adversaire. Donc on est dans une stratégie liftée et avec une technique optimale. Et ça, souvent, c'est ce qui donne les meilleurs coups droits au monde. Nadal, Rublev sont dans les mêmes choses. C'est des très, très bonnes techniques et une stratégie liftée avec une marge. Ce n'est pas des trajectoires tendues, des marges qui donnent aussi, qui font moins de fautes que leurs adversaires et qui provoquent en plus des fautes chez eux. Donc, Rounet est dans ce package. Il a tout. Tu peux mettre des vues sur tous les points du bon puncher chez Rounet. Ça veut dire. Et Rude, c'est un peu pareil ou pas? Rude, c'est un peu plus défensif. Mais aussi, on est dans un coup droit package qui a tout. Sauf que lui aura besoin d'un peu plus de temps, et spécialement sur terre, pour faire le point ou la différence. On le compare un peu plus à un Nadal sur terre, avec en un côté remiseur et en deux, un côté puncher. Rounet, on est quand même en un côté puncher et en deux, un côté remiseur. Mais les différences sont petites. Hein. Mais Rounet, tu te rappelles, on avait parlé aussi, Rounet, c'est celui qui a le plus de rotation par minute. Non, pardon, excusez. Rude, c'est celui qui a le plus de rotation par minute. Rounet, il a moins de rotation. Je n'ai pas été contrôlé. C'est plus un puncher qu'un remiseur. Voilà. Donc ça, c'était le premier point de Rounet. Holger. Au Rune. Ça dépend comment tu le prononces. Le Norvégien. Non, le danois, parce que le norvégien, c'est rude. Et il est danois, c'est ce que je dis. On veut pas, non, mais il faut faire attention, puisque les deux noms de famille se ressemblent. Ouais. Les deux sont en scandinave. Donc, bref. Deuxième point, c'est que Rounet, comme on l'avait vu d'ailleurs au dernier podcast avec Alcaraz, a une facette offensive. Il peut être par moment un puncher offensif. Ça veut dire que 21% de la totalité de ses points sont gagnés à la volée. 21%, c'est juste au-dessus de la moyenne, si tu veux. C'est pas non plus un mec qui monte tout le temps au filet, mais il monte un peu plus que la moyenne. Et 78% des points sont gagnés quand il monte à la volée. Et ça, c'est au-dessus de la moyenne. 78.
21% de la totalité de ses points sont gagnés à la volée, 78% quand il monte au filet, il gagne le point. Et Hyper ça veut efficace, dire, quoi. ouais, c'est quelqu'un d'efficace qui monte plus que la moyenne et qui est efficace. Et ça, c'est souvent ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a le combo gagnant entre coup droit, volée. J'explique. Quand on connecte les deux ensemble en termes d'optimisation, si tu connectes coup droit et volée, ça veut dire que je suis mon coup droit pour monter à la volée. Et ceci a un double avantage. Un coup droit suivi à la volée augmente le ratio de points provoqués, il augmente le ratio de points, et deux, il te fait gagner aussi plus de points à la volée et plus de points avec ta volée. Donc plus de Donc, points. quand tu dis point provoqué, Donc, c'est l'adversaire qui rate quand tu montes, c'est ça? ouais, je considère que tu es très bien monté en coup droit. L'autre touche la balle et la met dans le filet, mais c'est Ouais. toi, c'est ton action qui a provoqué. C'est pas Mm. l'autre qui fait une faute directe, si tu veux. C'est une faute forcée ou ce qu'on appelle aussi point provoqué. Ça dépend de quel côté tu te mets. Ouais. Donc, quand tu mets les deux, quand tu mets volée et coup droit, quand tu les optimises ensemble, comme ce que fait aussi Alcaraz, comme je viens de le dire, tu augmentes ton ratio de points en coup droit, tu augmentes ton ratio de points à la volée, donc tu es gagnant partout. Et lui, il est dans cette stratégie. Ça veut dire avoir un coup droit fort, tu as ce double avantage, comme je le disais, de faire plus de points en coup droit à la volée. Et les grands joueurs de coup droit ont souvent cette option de suivre ce coup droit à la volée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre à tous les niveaux. Tu peux mettre au niveau professionnel, national et amateur. Un coup droit suivi, un coup droit, même un revers aussi, un coup droit suivi à la volée, optimise ton coup droit. Ça, c'est un truc qu'on avait vu aussi ensemble, les clés d'optimisation. Donc, Ouais. Rooney est complètement dans cette dynamique. Ensuite, le dernier point fort de Rooney, c'est son revers. C'est quelqu'un qui fait aussi en moyenne 40% de plus de points en revers que ses adversaires. C'est marrant, quand tu regardes, on est exactement dans les mêmes stats qu'Alcaraz. Plus de points en coup droit, plus de points à la volée, plus de points en revers. Donc, on est dans un joueur qui ressemble beaucoup statistiquement à Alcaraz. Après, peut-être il est. Mais quoique, il est pas mal. Il se passe des choses avec Rooney aussi. Hein. C'est un joueur cool à voir et il y a des actions. C'est pas rude. Rude peut être un peu critiqué parce qu'il Un peu nerveux, Rooney, parfois, quand même, hein. un peu nerveux, mais ouais, c'est clair que humain, peut-être émotionnellement, c'est pas le même qu'Alcaraz, Ouais. mais statistiquement, ça ressemble beaucoup. Et donc, Rooney a ce double avantage en revers, double. Il fait des points, il fait plus de points que ses adversaires à cause de deux choses, ses accélérations et ses amortis en revers. Ah tiens, on retrouve des amortis comme Alcaraz. Sauf qu'Alcaraz les fait un peu plus en coup droit. Donc, Rooney, on est vraiment dans un joueur, grosso modo, qui ressemble à Alcaraz. Où Qui est-ce prend... qu'il pêche, du coup? Ah ouais, donc, où c'est qu'il pêche, mais un peu aussi comme Alcaraz. Mais il pêche en ce moment statistiquement un peu plus. C'est le service. Quand sa première balle passe, c'est que 20% d'essais de service gagnant, c'est en dessous de la moyenne, 20%. Et si tu le compares avec son adversaire, il fait en moyenne 40% de moins d'essais et de service gagnant. Donc, il en fait moins que la moyenne et moins que ses adversaires. Donc, en ce moment, c'est le point faible, je dirais, numéro 1 de Rooney. C'est le service. Et comme un petit peu, je t'avais dit par rapport à Alcaraz, le service était le point qui était dans la moyenne. Et Rooney, on est en dessous. Mais Alcaraz, on parle d'un numéro 6 mondial et l'autre, on parle d'un top 20 ou juste pas encore top 20. Et je pense que dans les années à venir, Rooney va clairement améliorer son service. En début d'année, quand on a profilé Maxime Cressy, tu me disais génial, le mec, il a fait du bien, il apporte un autre style de jeu, Ouais, il est solide. Est-ce que tu penses que Rooney a un style de jeu forcément beaucoup plus moderne et plus fiable, entre guillemets, que Maxime Cressy et va s'installer vraiment en haut, là où oui, tu pensais que Maxime clairement. pouvait... Non, après, Maxime, j'ai pris des risques et j'avoue que je me suis un peu aussi enflammé parce que mais tout le monde était un peu tout feu, tout flamme par rapport à un Ouais, nouveau serveur volleyeur qui venait. ouais. Après, si tu prends d'autres critères qui peuvent expliquer les joueurs qui restent au plus haut niveau, c'est l'âge auquel ils arrivent à certaines étapes. Rooney a 19 ans, il est quasi top 20. Ouais. Cressy arrive top 100, je crois, à 26, 27 ans. Pareil, on avait profilé Serundulo aussi. On l'a pas entendu depuis, quoi. Ouais, mais par exemple, toi, Serondolo, je t'avais dit que je ne le voyais pas aller plus loin. Hmm. Cressy, j'avoue que je me suis un peu enflammé, mais pas qu'avec toi. J'ai fait un autre podcast où je me suis aussi un peu enflammé sur lui. Attends, après, il ne faut pas l'enterrer non plus. Et la frite, il en est où? Bah, la Fritz, sur terre battue, c'est pas là qu'on va le voir. Dès que la tournée US va recommencer à partir du mois d'août, on va de nouveau voir Fritz bien se placer dans les Master 1000 et sûrement l'US Open. Hmm. Là, terre battue, c'est clairement pas la surface de prédilection de Taylor Fritz.
Il paraît que Taylor Fritz a fait la tournée des zoos et des parcs d'attractions en France dès lors qu'il a quitté Paris avec son fils. Bien fait. Taylor a d'autres préoccupations, Fabrice. Le tennis n'est pas au centre de sa vie. Bref, passons. En tout cas, pour la saison européenne sur terre battue, je veux bien le croire. Après, sur Ouais. la saison US, ça va être un autre Taylor. Vamos. Un petit break les légendes, si vous nous avez découvert récemment, on a enregistré donc 4 clés d'optimisation stat avec Fab. Elles sont gratuites et vous allez découvrir comment la stat peut changer votre jeu. C'est offert en premier lien dans la description. Vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu, comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, exploiter le schéma service plus 1 et enfin optimiser la fonction de votre verre. C'est 1h14 de contenu offert. Foncez récupérer ces 4 clés statistiques. Si ce n'est pas encore fait, on y retourne. Alors, avant de passer à Hugo Gaston, on enchaîne avec Coco Gauff, l'américaine, qui a 18 ans, donc un an de moins que Holger. Première finale pour l'américaine, qui est donc 13e cette semaine. Elle a fait un bond de, je ne sais pas, 10 places, il me 8 semble. places. 10, 10. Elle était, dix elle était, places. je crois, 23e ou 21. Ouais, tu as raison, peut-être 8 ou 10. 21 ou 23e. Ouais, c'est moins précis que sur l'ATP. Enfin, moins facile en tout cas. Week by week. Voyons voir. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Elle a fait un bond de 10 places, 23e à la 13e. Première finale à 18 ans. C'est clairement monstrueux. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son jeu d'un point de vue statistique? Alors, ouais, d'un point de vue statistique, Coco Gauff est une remiseuse en dominant. Ça veut dire qu'elle a plutôt un jeu défensif. Et je vais te donner 2 stats qui vont dans cette direction. 53% des points qu'elle gagne sont des fautes directes de l'adversaire. Des fautes directes qu'elle provoque, mais qui restent des fautes directes. Elle les provoque parce qu'elle a un jeu musclé. Elle défend bien, elle a une grosse lourdeur de balle. J'ai pu assister à un de ses entraînements à Roland Garros, et c'est ce qui m'a impressionné le plus chez elle. Peut-être on ne le voit pas bien à la télévision, mais en réalité, sa balle, elle est très lourde. Alors, Et, est-ce que tu confirmes, selon Caroline Martin, la lourdeur de balle, c'est vitesse cumulée à la gratte, au spin, au lift. exactement. C'est ça, ouais? Ouais, c'est exactement, c'est ça. Et c'est aussi, par exemple, ce qu'on voit mal à la télévision par rapport à un Casper Ruud. Il a Ouais. une lourdeur de balle hallucinante. Et des fois, la télévision écrase. Et tu te rends pas compte et tu dis, putain, ils font rien. Un peu, parce que Coco Gauff, si tu regardes son Roland Garros, tu n'as pas l'impression qu'elle fait grand-chose. Elle défend bien, mais elle met une lourdeur dans chaque frappe qui, si tu ne le vois pas en live, parce que moi, j'étais sur un entraînement avec elle, parce que j'étais avec une autre joueuse, et c'est ce qui m'a impressionné chez elle, c'est cette lourdeur, cette physicalité. Ils disent physicality in English, c'est athlétisme. Comment tu dis ça en français? Une bête. Physicalité? Une bête. Une bête. On appelle ça l'asbar, généralement. Non, non, une bête. Mais alors, t'imagines un Casper Ruud qui a une balle d'une lourdeur incroyable, qui prend 3 petits sets contre Rafa, c'est hallucinant. Ah, ça, c'est encore C'est encore un autre débat. un autre débat. Revenons sur Coco. Donc, 53% de ses points sont gagnés par des fautes directes d'adversaires, ce qui la propulse dans les catégories de ce que j'appelle des remiseuses en dominant. Donc, je gagne mes matchs car je fais moins de fautes directes que mes adversaires. Cet avantage est pris dans les rallyes de plus de 5 frappes. Si tu veux, entre 1 et 4 frappes, dans les rallyes courts, 1, 4 frappes, Coco Gauff gagne le même nombre de points que ses adversaires. Et dans les rallyes de plus de 5 frappes, on leur gagne 53%, ce qui est au-dessus de la moyenne. Donc, elle domine ses adversaires dans les rallyes plus longs, ce qui prouve et ce qui montre que c'est vraiment une remiseuse en dominant. Après, j'ai envie de te dire que à Roland Garros spécialement, ses qualités physiques, parce que c'est une bête physique, sont vraiment mis en valeur et ont été mis en valeur par le style de jeu qu'elle a développé encore plus qu'avant. Je m'explique. Avant, pour moi, Coco Gauff, avant ce Roland Garros, c'était plus une contreuse remiseuse qu'une remiseuse. Je m'explique encore. Contreuse, ça veut dire je suis très bon défensif, mais je mets un peu moins de lourdeur et un peu moins de volume. Et là, sur ce Roland, je trouve qu'elle a mis plus de volume à ses balles. Et nouveauté dans son staff, elle est entraînée par Diego Moyano, qui est un ancien joueur argentin, qui a beaucoup travaillé, je crois, pour les USA, USTA, qui maintenant est son coach. Donc, je pense qu'il a amené une touche argentine à Coco Gauff pendant ce Roland Garros et même pendant la saison sur terre battue, avec plus de volume
plus de poids. Et je pense que c'était une très, très bonne optimisation de ses qualités physiques premières. Donc, donc très, très bien. Et c'est ce qui explique, je pense, qu'elle arrive en finale. Il lui a dit quoi? Mais de la gratte coco? Qu'est-ce qu'il C'est a. souvent ce que les Argentins disent, ouais. C'est mets du physique dans tes balles, mets de la rotation, mets du volume, fais pas de faute, bats-toi comme bats-toi comme un chien. Ouais. C'est ça, la mentalité argentine de base, et surtout de la génération de Diego Moyano, parce que c'était à cette époque, et je me rappelle encore de lui quand il jouait les interclubs en Suisse. Il est de quelle année, lui? Il a quel âge? Je pense qu'il a 45-50 ans. Et moi, je me rappelle de lui quand il jouait les interclubs en Suisse. C'était assez loin de la ligne de fond et ça mettait de la giclette vers le haut. Le style argentin s'est amélioré depuis avec des joueurs comme Schwartzmann, Baez qui sont beaucoup plus proches de leur ligne. Mais il y a encore 15-20 ans, à l'époque de Moyano, c'était ça. Après, je ne te dis pas que Coco Gauff était 10 mètres derrière la ligne, mais je pense qu'il a pu l'influencer dans ce sens, de mettre plus de poids, plus de lourdeur à ses balles. Et c'est vraiment une stratégie qui fonctionne sur terre battue, et spécialement, je dirais encore, à Roland-Garros. Parce qu'il y a encore plus de place derrière sur le central, tu peux prendre encore plus de place. C'est une stratégie gagnante. Comment il a atterri là, Diego, tu sais? Il était avec Kevin Anderson l'année passée. Je pense qu'il a travaillé pour la USTA. Elle est américaine. Donc, je pense qu'ils ont déjà dû se connaître aux États-Unis. Et maintenant, voilà, je l'ai vu dans son box et je l'ai vu comme entraîneur. Donc, je pense un très bon apport pour Coco Gauff sur terre battue. Reste à prouver si ce sera un bon apport sur les autres surfaces. Et j'en parlerai à la fin. Ensuite, la deuxième caractéristique de Coco Gauff, c'est qu'elle est puncheuse. Elle est remiseuse en 1, puncheuse en 2. Coco Gauff fait partie de ces joueuses qui font plus de points en revers qu'en coup droit. Au niveau masculin, il y en avait très peu. Comme on les a cités, Ohang, Gasquet, Per, Macherzak, et puis je crois qu'il y en avait encore, et puis Imer. Il y avait Bodan 5. Ilirak, Carole Kuchera. Ça, il faut que je recheck, mais je ne crois pas. Non, moi non plus. Et ouais, elle a vraiment un excellent revers. Donc, elle a un revers de puncheuse avec de la rotation, qui est capable de faire, elle est capable de faire des points avec son revers, plus de points que la moyenne et plus de points que ses adversaires. Ce qui n'est pas le cas en coup droit, où elle fait moins de points en moyenne que ses adversaires. Tu disais qu'en règle générale, chez les filles, il y avait quand même plus de joueuses qui faisaient davantage de points avec leur revers que leur points. Exactement. Je n'ai pas les chiffres là. Il y en a plus que les garçons. Évidemment, vu que chez les garçons, on est dans du 4%. Tu vois? Donc, même 3-4%, parce que Ohang et Macherzak, ils ne sont pas tout le temps dans le top 100. Donc, et puis même, bref. Mais chez les filles, on doit être, je dirais comme ça, j'estime, je peux me planter, peut-être on est dans du 25% des filles qui font plus de points en revers que coup droit. Il ne faut pas oublier, on est comme le coup droit reste un meilleur coup que le revers, même si on a voulu stéréotyper les filles en disant les filles c'est des revers et les garçons c'est des coups droits, les filles ne savent pas servir, les filles savent pas. C'est faux. Et c'est faux. Et les filles savent tout faire. Et, après, c'est les logiques du tennis qui veut dire qu'un coup droit est par définition meilleur qu'un revers. Mais chez Coco, on est sur un légèrement meilleur revers que coup droit. Est-ce que Coco, tu l'as emmené sur le lac de Neuch? Non, je pense pas. Elle est bien chez Moratoglou. Elle a la Méditerranée. Elle n'a pas besoin de venir sur le lac de Neuchâtel. Alors, et le troisième point du profil de Coco Gauff, c'est son service qui vient compléter son premier service, parce que son deuxième service, on en parlera après, n'est pas un point fort. Son premier service, elle fait en moyenne 20% d'ace et de service gagnant en plus que ses adversaires. C'est souvent très important pour un joueur défensif d'avoir les services en complément. Parce que ça veut dire qu'il va pouvoir être d'un côté très solide, faire peu de fautes, et d'un autre côté d'avoir ses points gratuits. On a un très bon exemple chez les garçons avec un Medvedev. J'allais te demander justement un exemple chez les gars. Voilà, Et qui d'autre, t'as dit? Gaël Monfils. C'est quand même des joueurs, à part contre Monfils s'enflammait et il voulait faire du service volé et plein de montées à la volée, sinon il était plutôt très défensif, mais tout le temps, ce service, ce baromètre, on va dire, cette constance au service qui assure un nombre de points par match qu'ils ont besoin pour compléter ce style défensif. Et Andy Murray était dans cette filière aussi. C'est ce que j'appelais des remiseurs ou des contreurs-serveurs. Et on peut trouver cette tendance chez Coco Gauff qui a le service qui vient compléter sa remise. Donc, elle a un côté remiseuse, moins de fautes de ses adversaires, un côté puncheuse, spécialement en revers, et un côté serveuse en faisant plus des services gagnants que ses adversaires. Maintenant, je vais parler du point faible de Coco Gauff.
Elle a 2 points faibles statistiquement. C'est, comme je t'ai dit avant, son nombre de points en coup droit, son ratio de points en coup droit, qui est en dessous de la moyenne et celui de ses adversaires. De mon point de vue, c'est un problème plus technique, parce que ça Ok. peut pas être physique. Elle est Tu vois une lacune comme ça, à l'œil ouais, nu? non, comme ça, nu, non, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais je pense que c'est technique globalement. Je ne veux pas dire après, ah, c'est le coude, c'est le machin. Je pense que c'est là. Je pense qu'elle l'a d'ailleurs travaillé, mais ce n'est pas encore quelque chose qui, voilà, qui peut-être qui porte ses fruits. Je sais pas, je suis pas dans son développement, donc je ne sais pas du tout où elle en est par rapport à ça, mais statistiquement parlant, ça reste encore un point faible. Et ce qui peut me faire dire que son coup droit a bien fonctionné à Roland-Garros par cette lourdeur, tu vois, mais peut-être sur des surfaces plus rapides, ce manque de technique et ce manque de points en coup droit peut lui coûter cher. Donc je pense que ça reste un point faible, le coup droit, et ce ratio de points. Et le deuxième point faible de Coco, c'est qu'elle a d'ailleurs amélioré, c'est son ratio de double faute. C'est qu'elle est une joueuse qui fait bien plus de double faute que la moyenne. Et là encore sur Roland, j'ai été checké parce que je voulais voir si elle avait amélioré ça. Elle fait encore pas mal de double faute. C'est-à-dire que l'avantage qu'elle prend en gros avec son premier service, en faisant plus d'essais de service gagnant, elle le perd un peu en deuxième balle en faisant plus de double faute. Et au final, elle prend avec le service, avec ses deux composantes au service, plus points et fautes, elle est un peu un match nul avec ses adversaires. Donc ça, c'est un petit peu les 2 points faibles. Ensuite, elle a que 18 ans. Elle peut encore énormément progresser. Par contre, progresser, oui et non. Tu vois, dans le sens que maintenant, ça fait 2 ans que je la suis. Ouais. Je n'ai pas vu une énorme amélioration sur ce côté technique, en coup droit, par exemple. Par contre, comme je viens de te le dire, je trouve que le match avec Moyano a super bien fonctionné sur terre. Je demande à voir sur dur et des surfaces rapides comme l'herbe. Bon, vu que sur herbe, elle sert bien, elle contre bien, elle va rester une top joueuse. Ça, c'est sûr. Elle va être top 10, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est une joueuse qui va gagner 14 grands chelems? Le temps nous le dira. J'en suis pas 100% sûr. Peut-être oui, peut-être non. Mais par exemple, je miserais plus sur un Alcaraz qui gagne beaucoup de grands chelems qu'une Coco Gauff. C'est comme ça. Ce qui est fou, c'est qu'elle avait gagné 4 matchs sur Terre avant d'arriver à Roland. Ah, ok. Je ne savais pas celle-là. Trois tournois de préparation. Et c'est vrai que quand je demande à Sam Sumik la tactique sur Terre, il me dit, tu sais, il y a tellement peu de préparation sur Terre en termes de volume, de nombre de tournois, que les filles ont peu le temps de changer leur style de jeu. Est-ce que voir Coco en finale, même si elle a un nouveau coach, ça relève un peu de la chance, du miracle, du tableau, des planètes? Enfin, Il y a un on peu se de le tout. demande, Ouais. hein. Non, mais tu as raison, il y a un peu de tout. De toute manière, on savait que la partie basse du tableau, c'était ouvert. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Elle a fait des bons matchs et elle a gagné des bonnes choses. Peut-être pas, je crois pas qu'elle a battu top 10 pour arriver en finale. Mais elle a gagné ses matchs quand les top 10 ont perdu contre ses filles, tu vois. Donc, d'une certaine manière, euh, elle fait son tournoi, elle mérite sa finale, mais ça aurait pu être aussi une autre chose. On sait qu'il y a beaucoup de surprises en ce moment. En WTA, hormis Swiatek, il n'y a plus de surprises. Elle gagne tout. Mais chez toutes les autres, il y a encore beaucoup de surprises. Et ça reste à confirmer. C'est clairement que ça reste à confirmer. Mais Coco Gauff est une joueuse qui est là maintenant depuis 2 ans, qui monte progressivement. Par contre, ouais, elle n'avait pas gagné beaucoup de matchs sur terre. Alors peut-être cet apport de Moyano a porté ses fruits finalement à Roland Garros. Et après, c'est marrant ce que tu dis par rapport à Sam Sunik. Moi, j'accepte, je suis d'accord par rapport au schéma de jeu sur terre. Déjà, les filles, il n'y a pas beaucoup de filles qui savent jouer la terre, quoi. Qui savent jouer, ça veut dire avec des trajectoires bombées. Mais bon, cette année, on voit 3 filles qui le font. Coco, Gilles Teichmann, Kasatkina. C'est les filles qui ont fait les meilleurs résultats sur terre battue cette année, avec un style de jeu terre battue, des trajectoires plus bombées, plus de lift. Donc peut-être, elles vont donner. Après, j'ai envie de te dire non, parce que c'est leur style de jeu sur dur aussi. C'est juste que ce style de jeu a mieux fonctionné sur terre. Et les autres joueuses comme Anisimova, qui ont des trajectoires de balles très tendues, Bencic, évidemment que sur terre battue, ça peut les. Contre ces joueuses, ça les privilégie pas, quoi. Alors Mais, juste, ouais, vas-y, dis-moi pour terminer. toi. Coco a gagné 1300 points en faisant finale à Roland.
Quand je regardais hier Chloé Paquet qui a 31 points, elle est 101e, elle est à 31 points de la 99e. T'imagines avec 1300 points le bon qu'elle ferait. Et elle est repartie avec un petit chèque d'1 163 293 dollars. Bon, il Pas mal. fait Mais du bien quand même. par contre, tu vois aussi qu'Emma Raducanu, qui a gagné qu'une fois, je crois, on me l'a dit, qu'une fois 2 matchs de suite depuis l'US Open, Ouais. tu te rends compte qu'elle est quasi top 10. Donc, elle n'a pas gagné un match depuis l'US. Elle a gagné très peu de matchs depuis l'US. Elle peut se retrouver une ou deux semaines top 10 avant l'US. Par contre, à l'US, ça risque de faire. Si elle fait un mauvais résultat, si elle perd dans les 3 premiers tours, elle va se retrouver de 12 mondiales à, je sais pas, moins de 1000 points. Ça peut être, je crois, 50, 60, 70, 80, quoi. Ouais. Donc, par exemple, regarde le classement de Pavlyuchenkova après Roland. Je crois qu'elle est descendue 68e mondiale. Elle a fait finale contre Krejcikova l'année passée. Ouais. Elle a chuté, là. Donc, voilà. Ok. Est-ce qu'on passe à notre ami Hugo Gaston? Oui. Laisse-moi relire. J'avais quelques stats de constance aussi de Je sais tes maths. Peut-être que je te les dirai à la fin si tu veux. Comme ça, on termine avec Hugo et puis ça sera en bonus. Ouais, puis ouais. 12, 60. C'est bon. Alors Hugo Gaston, 21 ans, 3e tour lors de ce Roland 22. Il sort demi-nord, 20e, Pedro Cachin, 152e, et il perd justement sur Holger Rune. 90 points en faisant 3e tour, 125 800 dollars brut toujours, euros même. Que dire d'autre? Son jeu, d'un point de vue statistique. Alors son jeu, Hugo c'est ce que j'appelle un remiseur en dominant aussi, comme Coco. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va gagner principalement par les fautes directes de ses adversaires, qui provoquent évidemment parce qu'il les use. Et donc 51% de ses points sont gagnés par des fautes directes d'adversaires. Ceci est au-dessus de la moyenne. Et si tu fais, moi je compare toujours le nombre de points, le nombre de fautes de lui, d'un joueur et ses adversaires. 85% de la différence que Hugo fait contre ses adversaires, c'est qu'il fait moins de fautes directes qu'eux au service, retour, coup droit, revers, volée. Donc on est vraiment dans un profil très défensif. En 1, Hugo Gaston, c'est un joueur défensif qui colle à la balle, qui remet toutes les balles en jeu, qui s'arrache, qui défend super bien, qui a des qualités athlétiques de malade en termes de déplacement. Et ça, c'est sa force numéro 1. Et la force numéro 2 de Hugo, celle qu'on voit dans tous les highlights, c'est sa facette offensive et créatrice. Créatrice, tu vois de quoi je parle. Donc, offensive, des points gagnés à la volée. Ouais. Donc, 15% de ses points sont gagnés à la volée, ce qui est juste au-dessus de la moyenne, voire dans la moyenne, mais chez lui, ça prend une importance parce que c'est un joueur plutôt défensif. Donc, il a une petite facette offensive et il a une grosse facette que j'appelle ça créatrice. Et la créatrice, tu peux le mettre, des fois, moi, je les mets avec offensif. Et c'est ses amortis. Donc, je pense, même je suis quasi sûr, que c'est le joueur qui fait en fréquence le plus d'amortis du top 100. Beaucoup, clairement. Largement devant Benoît? Ouais, clairement. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'ait pas réussi à embêter Holger, là où il avait au contraire un peu embourbé Tim il y a 2 ans. Tim qui a un jeu extrêmement puissant, enfin en tout cas à ce moment-là. Il avait réussi à lui rentrer un peu dans la tronche. Holger, il n'a pas du tout mis son jeu en place à aucun moment, quoi. Enfin, c'était frustrant, j'ai trouvé, quoi. Pour un Français, en tout cas, évidemment. Clairement frustrant. J'ai aussi regardé un des sets pour aujourd'hui, pour le podcast. Et ouais, il n'a pas réussi. Alors après, est-ce que c'est la puissance de Roulet? Tu vois, parce que si le mec, il est sous pression en termes de puissance, il va moins pouvoir avoir de chances de faire ses amortis. Mais il était sous pression contre Tim aussi, tu vois, il avait réussi un peu, je comprends. Mais alors après, peut-être, tu as raison, peut-être, au bout d'un moment, il y a eu une faille, et il a commencé à rentrer dans cette filière, il commence à en faire à tout va, et tu changes de dynamique de match, c'est-à-dire que tu rentres dans un match avec beaucoup d'échanges dans les petits carrés, avec ses amortis et tous ces trucs. Et voilà, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Peut-être il y a une explication, mais là, je ne l'ai pas, de pourquoi il n'a pas réussi à mettre
Holger dans cette filière. Ok. Par contre, pour revenir sur cette facette créatrice de Gaston, ça va te paraître peu. Et ça va paraître peu à tout le monde qui regarde les highlights, parce que sur un highlight, tu vas avoir énormément d'amortis de Gaston, parce que c'est là qu'il est impressionnant. Réussi en plus. Ouais. Mais donc, les stats que j'ai sur lui, c'est que 12%, la totalité des rallyes joués de Gaston, il va y avoir un amorti de sa part. 12%. D'accord. C'est énorme. Par contre, par rapport à la moyenne, peut-être sur la TP, ta moyenne, je ne l'ai pas là, mais je l'estimerais à 3%. Ok. La moyenne, 3%, même pas, je dirais 2 voire 3%. Tu as des joueurs qui font juste jamais l'amorti. Ouais. J'enlève les volets amortis. Les volets amortis, c'est autre chose. Je parle d'amorti de coup droit, revers de fond de cours. Donc lui, il est à 12%, c'est énorme. Et quand il fait une amorti de coup droit ou de revers, il a 60% de chance de gagner le point derrière. 60, c'est haut par rapport au nombre qu'il en fait. Rappelle-toi que si tu gagnes 55% de tes rallyes, t'es Djokovic, t'es Nadal. Donc là, on est dans un coup qui fait très souvent, qui lui ramène 60% des points. Donc c'est clairement ça qui complète son côté remiseur. Donc il est remiseur avec une facette offensive et créatrice par ses amortis. Et c'est ce qui fait un joueur super cool à regarder, parce qu'il se passe des choses, il défend dans toutes les directions, il te fait des amortis, il te fait des passings. C'est vraiment le vrai contreur ou le vrai remiseur par excellence, quoi, qui dérange et qui peut te rentrer dans la tête. Et toi qui sens les choses, Fabrice, il a 21 ans. Est-ce que tu penses qu'il va faire évoluer son jeu un peu à la Fabrice Santoro pour s'installer beaucoup plus haut? Tu penses qu'il va être limité à un moment donné? Comment tu vois le truc? Beaucoup plus haut, Fabrice Santoro, si on prend le classement moyen de sa carrière, ça a été quoi? Tu peux le regarder, je crois que son classement moyen à Fabrice, c'est quoi? 30, 40 mondial, je sais pas, j'estime. Oui, c'est ça, ouais, à peu Donc, près je 30e, ouais. pense qu'un Gaston peut s'installer sur un 30-40 sur sa carrière. C'est pas comme si Fabrice Santoro avait une carrière de top 10, c'est pas le cas du tout. Alors, est-ce qu'il peut aller chercher, j'ai comparé à Fabrice parce qu'évidemment ça nous y fait Oui, penser, oui. mais est-ce qu'il peut aller chercher plus haut du coup? Alors voilà, donc déjà pour introduire cette question, je vais parler de ses points faibles et ça va venir répondre d'une certaine manière à ce que tu me demandes. Donc les points faibles de Hugo, c'est ratio d'ace et de service gagnant. Il fait 40% de moins d'ace et de service gagnant que ses adversaires. Je crois qu'il a été chez Caroline Martin, donc il a déjà amélioré son service et j'ai pu le voir face à Holger dans le deuxième set, le set que j'ai analysé. Je crois qu'il a fait 4 aces. Et ça, je me suis dit, j'ai pensé à petit clin d'œil, j'ai pensé à Caroline parce qu'il me semble qu'il a été chez. Alors peut-être je me plante, peut-être il n'a jamais été chez elle. Mais salut Caroline, je pense qu'il a été chez toi parce que j'ai vu des aces, ça veut dire que voilà, je pense que la biomécanique du service est très importante. Et je salue aussi également Cyril Genevoix qui travaille d'une manière exceptionnelle la biomécanique d'une autre manière que Caroline, mais je ne peux pas ne pas citer l'un ou l'autre. Mais donc j'ai l'impression qu'il a été chez Caroline Martin, qui sert mieux, mais ça reste une faiblesse. Ouais, il y est allé, ouais, je retrouve la photo. Et Ouais. ça reste une faiblesse. Tu vois, le truc, c'est que ça reste une faiblesse. Il en fera toujours moins que ses adversaires parce qu'il est de petite taille. Donc déjà, quand tu es petit, désolé, mais tu as un désavantage naturel au service. Tu peux faire tout. À part Ashley Barty, qui était exceptionnelle, c'était la joueuse qui servait le mieux par rapport à sa taille, parce qu'elle faisait, je crois, 1m67, et elle servait comme une fille qui faisait 1m85, ce qui était incroyable. En règle générale, la taille explique l'efficacité, et il n'a pas de chance sur ce point, Gaston, parce qu'il restera petit. Donc, bien qu'il améliore son service, bien qu'il améliore la technique de son service, ça restera un point faible. Donc ça, c'est le premier point faible. Le deuxième point faible… C'est sûr, archi sûr de ça, quand tu vois un Schwartzmann qui est vraiment petit, il sert hyper bien pour sa taille, quoi. Non, il est dans les plus nuls en termes de ratio d'essai de service gagnant. C'est le Merci. plus bas. Merci. Ouais, parce que, non, mais il est dans un ratio d'essai de service gagnant encore plus bas que Gaston. Ouais, mais derrière, par contre, c'est une machine. Tu vois, après, si tu dois faire un comparatif Schwartzmann, Gaston, au fond, c'est pas les mêmes. Pas du tout les mêmes. Un, c'est un bulldozer qui est très proche de sa ligne. Ouais. C'est Schwartzmann. Et Ouais. tu en as un autre qui est un artiste défenseur qui t'embrouille, qui est Gaston. Schwartzmann, sa marque de fabrique, c'est pas les montées à la volée ni les amortis. C'est bloqué sur la ligne, très compact, très physique des deux côtés. Gaston est un peu plus loin de sa ligne, souvent, spécialement en coup droit. Et là, donc, je vais aussi parler du deuxième point faible de Gaston, c'est son ratio de points en coup droit. 40% de points de moins que ses adversaires. Et de mon point de vue, je mets la technique comme étant un des arguments qui peut expliquer ce type de résultat, comme Goff.
pour moi, en termes de technique, j'ai vu des techniques en coup droit qui me semblent meilleures pour avoir un plus haut ratio. Et comme je te l'ai dit, de toute manière, ça, je pense que c'est une vérité, ouais, peut-être une vérité absolue, c'est que technique est égal ratio de points. Meilleure ta technique est, plus tu es capable de faire de points avec. C'est aussi simple, ça paraît complètement logique. Si tu as une technique épurée, biomécaniquement, tu es bon, tu vas envoyer. Tu vas logiquement faire plus de points que tes adversaires s'ils ont une technique inférieure à toi. Ouais. Je veux dire, le seul truc que j'avais trouvé chez un joueur où je trouvais qu'il avait une technique assez merdique en coup droit, pas très bonne, et qui faisait un bon ratio de points, c'est qu'il suivait tous ses coups droits à la volée quasi. Donc, il optimisait à fond son coup droit d'une manière stratégique, mais pas technique. Mais Qui était ce joueur? C'est un qui a fait la finale en double d'ailleurs, c'est Krajicek, qui a été un moment top 100 en simple, et je l'avais analysé, et j'ai dit, mais comment ce mec peut avoir des performances en coup droit assez bonnes, alors que je trouvais que techniquement, c'était assez limité. Il a lâché le simple ou quoi? Ouais. Il a pas fait long. Hein. Il a réussi top 100, je dirais, une année, 6 mois, une année. Et après, il a fait le choix de faire que du double. Et bien, lui en a pris, parce qu'il a une bien meilleure carrière en double qu'en simple. Je l'ai vu Donc, là voilà. contre Doumbia Reboul. Il gagne au super tie-break. Derrière, ils se font finale, quoi. Et derrière, il va en finale, ouais. Le double, hein, des fois, ou comme le simple. Je veux dire, des fois, tu as des matchs clés dans les premiers tours, tu les passes, et derrière, tu fais une quinzaine de malades mentales. J'ai pensé à notre hors-série, évidemment, sur la victoire de Mahu Herbert l'année Ouais. dernière. Bah, ça s'est pas refait cette année. C'est dommage. Hélas, dès le premier tour, ils sont sortis. Ouais. Par Vliegen Gilet. Donc, Tu peux nous en parler un peu ou pas? Non? non. Mais non. Merci, Fab. Non, là, je parle pas de ça en ce moment. Et donc, la question que tu me posais pour terminer, c'est où je pense que Gaston peut arriver. Alors, le tennis moderne, il ne faut pas se voiler la face, le tennis moderne, c'est service plus 1, service plus coup droit en plus. Tu vois, on est dans des filières modernes, c'est juste serve fort, j'ai un coup droit assez fort après. Après, tu as plein de mecs qui arrivent à compenser ça, comme Rounet, Alcaraz, Roublev, qui servent un peu moins bien que la moyenne, bien que Roublev a vachement amélioré là-dedans, mais qui compensent avec un coup droit de malade mental, avec ce double avantage comme on en a parlé au début du podcast. Là, le problème que je vois chez Gaston, c'est que ces deux coups, qui sont les deux coups les plus efficaces dans le tennis moderne, ton point faible, c'est tout le reste. Pardon, son point fort, c'est. Donc, mais ça m'embrouille. Là. Donc, je disais, le tennis moderne, les points forts du tennis moderne, c'est le coup droit et le service. Et ceci, ça représente les deux points faibles actuels de Gaston. Ouais. Et c'est ce qui me fait me dire que je ne suis pas 100% sûr qu'il puisse compenser déjà et qu'il puisse arriver top 10. Après, un excellent joueur de terre, il l'est déjà. Un mec qui va faire une carrière en 30 et 40, j'en suis sûr. Après, en 30 et 40 et top 20, après, tu as top 20, tu as le joueur qui fait top 20 3 semaines, tu as le joueur qui fait une carrière top 20. Par exemple, Schwartzmann, ce n'est pas un top 10. C'est un mec qui a fait des semaines top 10, mais qui fait une carrière top 20. Ouais. Tu vois le truc? C'est-à-dire que Gaston peut faire des semaines top 20. Tu as même un Meltzer. Meltzer, il a fait des semaines top 10. Mais son classement moyen à Meltzer, c'est 40, 30, 40. Clément a fait top 10. Mais son classement moyen de Clément, c'était même 45, 50. Donc, un passage sur du très haut niveau, très haut classement, il peut le faire. Après, je pense que son classement moyen, comme ça, j'estimerais à 30-40. Voilà. C'est ma réponse à un classement moyen. Et 30-40, je trouve déjà, ce serait bien. Et après, tout dépend, tu penses, sa capacité à bosser ses coups, à les faire évoluer. Exactement. Nadal le dit, toujours il s'est remis en question, toujours il a un entraînement avec comme objectif de s'améliorer. Je ne sais pas dans quel état d'esprit est Hugo Gaston. Je pense que peut-être oui, mais j'en suis pas 100% sûr. Et ça fait une énorme différence au final, cette remise en question constante. Et, par contre, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le répondre. Il y a très peu de joueurs qui ont un mindset de top 10. Très peu. Okay. Très peu. Et encore moins que ce que je pensais. Cette remise en question de tous les jours, il y en a très peu qui l'ont. Et qui se crée un staff pour l'avoir aussi. Et après, je ne sais pas maintenant si Hugo Gaston a ça ou pas. Je ne sais pas. Félix, là? Clairement. Mais clairement. Et est-ce que tu penses que Tony est
dur avec Félix. Comme on voit qu'il a été un peu dur dans la Je formation pense pas. de Rafa. Je pense que son rôle est plus un rôle de consultant. Oui, Donc, mais est-ce que ça peut être un consultant à la dur. dure Non, je pense pas. ou souple? Moi, j'ai envie de te dire plutôt souple. Après, je le sais pas. J'ai vraiment pas la réponse, ce que j'aurais le droit de te le dire d'ailleurs, mais je l'ai pas. Ok. Donc, non, moi, je pense plutôt consultant. Mais clairement, il a sa vision. Et il a sa vision. Il a une vision forte, et ça, c'est sûr. Et tu penses qu'il lui apporte le petit plus qui fait du bien? Bah, sur ce Roland-Garros, on va dire que oui. Mais, mais est-ce que c'est Tony Nadal qui l'amène ou Fred Fontan? Moi, comme ça, j'ai envie de te dire que c'est Fred qui l'amène. Ah oui, il est avec Fred depuis. Voilà, donc si tu me demandes mon choix, parce que beaucoup de gens associent Tony à Félix. C'est Fred. Pour moi, c'est 80% Fred, 20% Tony. Donc voilà mon point de vue, et ça, c'est quelque chose que peut-être que le grand public ne voit pas ainsi, parce qu'il n'est pas présenté ainsi. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'un mec aussi jeune, alors je sais pas si ça vient de lui, mais se disent, tiens, je vais aller chercher Tony, quoi. Est-ce que c'est Fred, est-ce que c'est Oui. lui, on n'en sait rien. Mais se disent, j'ouvre les portes à un C'est, coach, c'est quand même improbable parce que Rafa est non, mais encore sur le circuit. c'est des visions de top 10. Voilà les visions de top 10. Les top 10, ça te prend des consultants, des joueurs qui ont fait des grandes carrières comme Boris Becker avec Djokovic, Stefan Edberg avec Federer. Ça, c'est le mindset. C'est-à-dire que tu as ton coach. Ça, c'est les grandes équipes et c'est le coaching moderne. C'est que tu as un coach chef d'orchestre qui gère tous les paramètres, Fred Fontan, et on va prendre des personnes compétentes dans des branches et même des consultants qui amènent leur patte, évidemment. Ferrero aussi, même trempe. Ferrero, non, pour le moment, dans le projet d'Alcaraz, je ne crois pas qu'il y ait un autre intervenant que Ferrero dans le coaching qui vienne amener ce truc supplémentaire. Non, mais Alcaraz, en se croyant les services de Ferrero, c'est une Oui, démarche top 10 aussi. Ouais. clairement, clairement. Clairement, le mec était un mondial. Donc, oui. Après, je te parle vraiment de cet intervenant supplémentaire. Ouais. Ok. Donc, ça c'est vraiment la marque des grands joueurs et la marque des mindsets de top 10. Et en Et parlant de ça, Iga a 2 préparatrices mentales, je crois. ouais, c'est ce qu'on m'a Préparateur dit. ou préparatrice, je sais pas, mais déjà en avoir un, c'est une belle démarche. Nana, on a 2. Mais ça montre à quel point ces gens mettent l'importance à tous les détails. Et tu vois, je peux aussi te faire un comparatif. Alors, la statistique, en plus, c'est marrant, j'ai oublié de le dire, mais Holger Rune travaille avec la stats, pas avec moi, mais il travaille avec la stats. C'est Ouais. des gens, les gens qui ont des projets d'aller marquer l'histoire du sport, comme Holger le dit ouvertement aussi, comme Félix, c'est des gens qui croient en tous les détails, à tous les détails, qui croient à une équipe. Ils ne croient pas à à un coach qui va tout faire. Et tu as beaucoup de joueurs dans le top 100 qui restent malgré tout avec peu de gens. Après, ils te diront on n'a pas les moyens, mais après, si tu es Cyril Saunier, il l'a dit, lui, il investissait à fond pour son staff. Ouais. Il le disait. Et Cyril Saunier, peut-être s'il n'avait pas investi, il aurait fait toute sa carrière 250. C'est un mindset. Ouais. C'est un mindset d'investir. Et d'ailleurs, je refais une publicité pour la statistique. Tu n'as pas encore toutes les personnes qui investissent pour de la stat, surtout ceux qui ont eu l'habitude de ne pas l'utiliser. Et ce n'est pas un investissement monétaire à ce point, mais c'est surtout, je crois que le plus difficile avec la stat, c'est la remise en question de ton projet complet. C'est de te dire que on va faire confiance à plusieurs personnes, on va diviser le travail. C'est plus le coach qui décide tout. C'est pas que je décide avec la stat, mais c'est que malgré tout, quand tu as des orientations à la stat, tu dis ça c'est bon, ça c'est pas bon parce qu'on le voit à travers la stat, évidemment que ça va influencer le coaching. Ouais. Et je ne crois pas encore que tous les coachs du tour ont cet état d'esprit. Ça va venir parce qu'on est déjà passé de, je te dis, environ 2% des joueurs du top 100 en 2019 qui utilisaient la stat à 25-30% maintenant. Et tous les joueurs nouveaux comme Holger Rune et d'autres utilisent la stat quasi tout de suite. J'ai vu une info passer disant que la NBA utilisait de plus en plus la stat. T'es au courant Ah de oui, ça? ils font tout comment ils appellent ça quand ils font les sélections de joueurs. La draft? Ouais, bah, tout la draft c'est fait par la stats. D'accord. Mais la stats, de toute façon, une fois de plus, qu'on le veuille ou pas, et quand je te vois, quand je te mets l'évolution des 3 dernières années, maintenant c'est une certitude. On va avoir de la stats dans le tennis partout.
Ça veut dire que mon rôle va faire que de se développer. Maintenant, c'est une réalité. Au début, même au début, quand on faisait nos podcasts, tu vois, j'étais encore un peu sur la défensive, que dans le sens, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va tenir? Mais maintenant, quand tu vois que ça augmente, qu'on a de plus en plus qui le prennent et que ça continue de faire des bons résultats, d'ailleurs, eh ben voilà, longue vie à la Stats. Lasbar, Non, Lasbar. non, après, notre rôle est tellement bien défini que le, la fierté et l'honneur, il descend comme ça. Je veux dire, maintenant, tu fais ton rôle, tu amènes ce que tu dois amener, tu fais partie de l'équipe, c'est génial, mais tu sais que tu amènes un tout petit détail, mais une fois de plus, je considère que c'est un détail important, mais on est une équipe. On est une équipe autour d'un joueur. C'est l'équipe qui gagne aussi. C'est pas. Mais pourquoi tu dis que la fierté, pourquoi tu dis que la fierté fait comme ça? C'est-à-dire que tu as eu un pic de percer le milieu et qu'aujourd'hui tu es habitué, du coup c'est normal. Au début, regarde, si tu prends une évolution personnelle, au début, je pars de personne ne croit en la stats. C'était l'étape numéro 1. Pendant 12 ans, personne ne croit en moi. Je peux percer en faisant des résultats, en parenthèse, en me greffant des équipes qui font des résultats. La confiance monte. T'as bombé le torse. Voilà, je vous avais dit que ça pouvait fonctionner. Donc, ton ego monte, évidemment, ta confiance monte. Et après, quand tu es depuis pas mal de temps sur le tour, tu redeviens un parce que tu sais que tu amènes une petite pierre à l'édifice. Il y a plein de composantes, il n'y a pas que toi. Mais quand j'avais besoin de le prouver, eh ben, yes, bien sûr que je voulais le mettre en avant. Et bien sûr que j'avais envie, d'une certaine manière, de le crier sur les toits, parce que pendant 12 ans, on m'avait dit tout le contraire. On m'avait dit, Fab, ce que tu fais, finalement, ça ne sert à rien. Et moi, je me disais, non, ça sert à quelque chose. Donc, tu vois, ça fait rien, beaucoup, et maintenant, on se stabilise. C'est que maintenant, les gens savent que ça a une importance, et j'ai mon rôle dans les équipes. Ni plus, ni moins. J'ai mon rôle. C'est tout. En tout cas, je suis dégoûté de ne pas t'avoir vu sur Roland. T'es reparti quand, le lundi? Le mardi. Avant de terminer, il y a Constance de Je sais tes maths que j'ai interviewé sur le podcast, qui a un compte Twitter très pertinent, qui m'a envoyé 6 statistiques en lien à ce dernier Roland-Garros. La première, donc déjà, je vous invite évidemment à aller sur son compte Twitter pour voir ce qu'elle poste. Vous allez vous régaler. La première, Rafael Nadal contre Casper Ruud, avec désormais 14 titres. Rafa a remporté plus de titres à Roland-Garros que Ruud n'a remporté de matchs, puisqu'il a gagné 13 matchs à Roland. Première stat. Deuxième, Rafa Nadal sur terre battue. Depuis Monte-Carlo 2005, Nadal a affronté à 149 reprises un joueur pour la première fois de sa carrière sur terre battue. Parmi eux, seul un joueur a réussi à le battre lors de cette toute première confrontation sur ocre, Andrei Rublev à Monte-Carlo en 2021. Note, sur ce Roland-Garros 2022, Jordan Thompson, Corentin Moutet, Botic, ton joueur préféré, 22 ans de Schulp, et Casper Ruud ont affronté pour la première fois le Mallorquin sur terre battue. Bilan, 0,7 remporté et 2,4 jeux remportés en moyenne par set. Un monstre. Troisième stat, Nadal contre Ruud toujours. Pour se qualifier en finale de Roland, Rafa avait passé 6 minutes de plus sur le terrain que Ruud, mais l'Espagnol avait disputé 221 points de moins que le Norvégien. Comment on explique ça? Voilà, j'allais te poser la question. Moi, je le sais. Comment tu penses qu'on explique ça? Moi, je le sais. Nadal a passé 6 minutes de plus parce qu'il prend beaucoup plus de temps entre les points. Ouais. Exactement ça. C'est avant de servir, le mec. Le pire scénario au monde, sans manquer de respect à Rafa, c'est quand Rafa fait un let sur sa première balle. Ouais. Ensuite, il rate sa première balle et sur la deuxième, il fait un rallye de plus de 20 frappes. Là, il s'est passé 5 minutes. Tu as eu le temps d'aller cuire 2 steaks. Là, il ne s'est pas passé 5 minutes, mais je pense que la réalité s'est passée 3 minutes 30. Il fait son let, il va reprendre 25 secondes. Il rate sa première balle, il va reprendre 25 secondes. Et après, il fait un long rallye de 1 minute 30. C'est n'importe quoi. Donc, c'est ça qui explique. Et les Djokovic-Nadal, si tu les regardes, c'est toujours des matchs de plus de 5 heures, mais temps réel, beaucoup moins. Parce que Djoko fait rebondir sa balle 37 fois aussi. Mais moins maintenant, hein. Ils ont bien changé quand même, surtout Djoko. Par rapport à avant, il le fait moins. Quatrième stat, pour la 7e fois de sa carrière, Nadal était le seul membre du Big Three qualifié pour les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. À chaque fois, il s'est finalement imposé. Donc, il y a eu les 7, c'est Roland-Garros 2000, 2017, 2018, 2022, plus US Open 2017, 2019 et Open d'Australie 2022. 5e et avant-dernière, Alizé Cornet a disputé son 61e tournoi du Grand Chelem consécutif.
Une série débutée à l'Open d'Australie 2007. La Française n'est plus qu'à une petite unité du record qui est détenu par qui, à ton avis? Chez les femmes? Ouais. À la suite? Oui. Et non, Non, Fab. elle était blessée. J'en sais rien, je ne connais pas ce genre de stats. Une japonaise. Que celle qui a été datée, Kimiko datée? Non. Ae Sugiyama, Ah, ok. qu'elle Ouais. pourrait égaler à Wimbledon avant de la battre à l'US Open. Allez. Dernière, Lesia Tsurenko. La faute à pas de chance, comme à l'Open d'Australie 2022. Lesia s'est extraite des qualifications, comme à l'Open d'Australie 2022. Elle a hérité de la tête de série 1 dès le premier tour, Barty en début d'année et Iga à Roland. Comme à l'Open d'Australie 2022, Tsurenko a souffert. 0-1 contre Barty, 2-0 contre Swiatek. Rendez-vous à Wimbledon pour la suite. Merci, au revoir. Peut-être qu'elle viendra faire un petit stage de ski nautique sur le lac de Neuch. Ça lui fera du bien. Peut-être. Bon, Fab, pour terminer ce hors-série, un coup de promo qui fait du bien quand même pour ton site internet Tennis Profiler. Explique-nous ce que tu proposes et la logique, la vision derrière tout ça. Ok, ouais, alors Tennis Profiler, c'est un site que j'avais créé avant de commencer sur le tour en 2019, que j'avais créé pour présenter mon travail, et il correspond vachement à ce qu'on parle les deux chaque fois. C'est du profiling de joueurs, c'est leurs points forts, leurs points faibles, et c'est une espèce de dictionnaire des joueurs. Donc, il y a la majorité des joueurs du top 100, masculin, féminin, et quasi toutes les légendes, tous les joueurs qui ont été top 10. Et donc, c'est un site payant qui coûte, si je ne me trompe pas, 12 € par mois. Par an. Non, 12 € par année ou 3 € par mois. Et ça nous permet, ce site vous permet déjà d'aller voir des joueurs et voir leurs caractéristiques, leurs points forts et leurs points faibles, un petit peu comme ce qu'on parle nous. Donc déjà, ça c'est une chose. Donc ça vous permet de vous voir les profils des joueurs que vous regardez en live. Après, on demande une somme je fais ça avec une personne qui s'appelle Guillaume. On demande une somme qui n'est pas énorme. C'est plus pour faire survivre le site que pour en dégager un bénéfice. Vous pouvez bien comprendre qu'avec 12 € par année, et c'est un travail monstrueux de remettre les fiches à jour. Et voilà. Et donc le projet derrière, c'est de continuer de mettre en avant la stats, que c'est important, que les gens curieux dans ce sens puissent voir les profils des joueurs avant qu'ils les voient sur un match réel. Et puis voilà, de continuer ce trip aussi qu'on a commencé ensemble pour de stats, quoi, de développement de la stats à tous les niveaux, pas qu'au niveau professionnel. On sait que ma tasse de thé, c'est clairement le niveau pro. On peut retirer des choses de tous les joueurs du top 100 et les statistiques nous permettent de mettre en relief leurs forces et faiblesses. Et je trouve que sur ce site, c'est bien mis en valeur. Et c'est aussi une aide pour nous, pour continuer à mettre à jour ce site. Et voilà, donc voilà, une petite promo pour Tennis Profiler. Yes, donc allez soutenir le site. Et juste un petit complément, c'est que voilà, Fab aujourd'hui, il est clairement sous l'eau sur le circuit. On a commencé ce projet de statistique autour du circuit ensemble à un moment où pour toi c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, ça l'est moins. Donc, on sait qu'on parle à une large audience dans le tennis et que forcément un segment assez réduit est intéressé sur la stat, mais les gens qui sont intéressés sur la statistique sont généralement passionnés. Donc, s'il y en a ne serait-ce que 1% qui vont soutenir le site internet, c'est génial. Et puis, faut bien comprendre que par les formations qu'on a mis en place avec Fab, c'est rendre accessible du contenu ultra qualitatif, du contenu mis en place par un mec qui n'est pas passionné, mais qui est obsédé par le tour, par la statistique sur le circuit professionnel. Donc, autant en profiter le plus longtemps possible. Et aussi, j'ai envie de te dire, obsédé par la performance. Parce que le point numéro 1 qui m'a fait faire tout ça, c'est la performance, c'est l'élite. C'est donc toutes les stratégies qui ont été mises en place par la statistique, c'était pas parce que j'aime la stat, c'était parce que j'aime la performance. Donc, sur les formations, on met en place des stratégies, des choses qui fonctionnent. Ouais. Donc, ça va vous permettre, logiquement, d'améliorer votre niveau de jeu. J'ai noté ça en
en lien avec Sam Sumik qui est passé, je pense que vous êtes les deux à être passés le plus sur le podcast, c'est que vous êtes des gars qui êtes obsédés du coup par la performance. Sam Sumik, c'est la même chose. C'est dans son quotidien, dans ses fréquentations, dans ses recherches, il va aller gratter le pourcentage supplémentaire qui va permettre de rendre sa joueuse plus performante et son coaching à lui plus performant. Et on ne travaille pas encore ensemble. Et vous ne bossez pas encore ensemble, mais quel bonheur d'avoir à dispo, pour les auditeurs du podcast, des mecs qui ont autant d'expertise sur ce milieu. Donc profitons-en. Et j'espère pas encore le même nom que Sam Sumik, mais j'espère que dans 10 ans, quand on continuera à faire ces podcasts, ça fera 13 ans que je sois sur le tour et puis qu'on puisse maintenir ça et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'abonnent à Tennis Legend aussi et qui nous suivent. Et voilà, on a eu que des bons retours des deux côtés. Moi, j'ai aussi eu des personnes qui m'ont interpellé à Roland-Garros pour me dire c'est excellent ce que vous faites, quoi. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir des retours comme ça. Et voilà, c'est ça, c'est faire vivre le tennis d'une autre manière, par des chiffres, mais la passion reste la même. Si je fais encore des podcasts dans 13 ans, Fab, c'est bon signe, hein. Clairement, qu'on se le dise. Allez, on y croit, nom de Dieu. Bon, quand est-ce qu'on se revoit la prochaine fois? Je pense logiquement en hors-série après Wimbledon, si on a vraiment des choses intéressantes à dire. On est quand même sur une parenthèse du tour avec ces 5 semaines sur herbe. À voir si on arrive à en dégager des choses. Peut-être, oui, on pourra peut-être parler du jeu sur herbe, sur gazon. Après, à voir, comme je t'ai dit, avec le temps que j'ai à disposition pour mettre un contenu de qualité sur herbe, tout en sachant que c'est une période courte. Voilà. Donc, mais logiquement, ouais, après Wimbledon, on devrait se refaire un hors-série, quoi. Allez, le rendez-vous est pris. Bon, d'ici là, bon courage, prends soin de toi et à très vite. Toi aussi. Allez. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir suivi ce 8e hors-série stat avec notre master helvète. Viens me dire ce que t'en as pensé en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide comme jamais à faire connaître notre travail. Et si toi aussi tu veux passer ton jeu au peigne fin à l'aide de la stat, et enfin mieux comprendre, chiffre à l'appui, pourquoi tu gagnes ou perds tes matchs, on rouvre l'accès aux 33 clés ainsi qu'à la formation stat pour quelques jours. Tu vas découvrir l'outil que Fab utilise pour statser les rencontres de ses clients et leur délivrer des préparations de matchs chirurgicales. Fab est catégorique, ça permet de gagner en moyenne 15% de matchs en plus, de quoi aller grappiller 2 classements supplémentaires cette saison. Les formations sont garanties satisfaits ou remboursées pendant 30 jours sur simple demande par mail. Alors ne te prive pas et fonce, les liens sont en description de l'épisode. A tout de suite de l'autre côté pour ces formations stats animées par Fab et moi-même. Prends soin de toi, ciao.